Bien, je vais vous inviter à rejoindre vos places le plus rapidement possible, de manière à ce qu'on puisse commencer à l'heure convenue. Voilà, donc première intervention de la journée. Patrick Lecaplin, qui est sociologue, qui enseigne à l'Université de Rennes et à Ascoria, et qui a travaillé sur divers sujets concernant la protection de l'enfance, et notamment sur la question de la mesure unique qu'il va nous présenter à l'instant. Monsieur Lecaplin, c'est à vous. Oui, tout d'abord, bonjour. Quelques mots de remerciement, tout particulièrement auprès de Cathy Girard, à qui je dois cette invitation, et donc à son association LATSA 77, avec qui nous engageons un travail précisément sur le sujet, l'objet de mon intervention, à savoir la mesure unique. Alors, la mesure unique, on est dans une situation relativement délétère au niveau de la protection de l'enfance et il y a peu de possibilités de se réjouir. Pour autant, mon propos, c'est de vous dire qu'il ne faut pas cultiver un sentiment d'impuissance en dépit d'une conjoncture qui est défavorable. Il y a toujours des espaces de travail possibles et j'espère vous convaincre que la mesure unique peut en être un. Je ne suis pas le VRP de la mesure unique, mais je trouve qu'il y a un espace de travail qui ouvre des réflexions que je vais essayer de partager un peu avec vous. La perspective, pour être tout à fait clair avec vous, c'est une opportunité d'un sens renouvelé. Pourquoi un sens renouvelé? C'est en osant l'application dans son intérêt et ses limites de la loi, en sachant que la loi, par définition, n'est pas prescriptive. Elle indique des orientations, elle donne du sens, mais elle ne répond jamais à la question de comment faire pour aller dans ce sens-là. Et c'est là que se trouvent les marges de liberté des professionnels que vous êtes, quelle que soit la place que vous occupez. Et c'est aussi sur cet espace-là que je vous engage à vous saisir, peut-être à la faveur de la mesure unique. Donc, pour être tout à fait clair, moi je suis chercheur, je suis indépendant par nature au regard du métier qui est le mien. L'idée par rapport à ça, c'est le parti pris, c'est celui des enfants en tout premier lieu, des enfants et des familles qui sont les bénéficiaires des interventions à domicile, en l'occurrence pour ce qui est d'aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment de faire progresser les interventions à domicile. Le second point, c'est partager. Alors, partager parce qu'il s'agit d'harmoniser les pratiques sur les départements, voire nationalement. Harmoniser ne veut pas dire uniformiser. Uniformiser, ça serait de mettre tout le monde au garde à vous derrière des référentiels qui dicteraient vos conduites, vos attitudes, vos axes d'action. Ce n'est pas mon propos. Harmoniser, c'est s'entendre sur des références partagées. C'est en ça que la loi est importante, c'est qu'elle donne sens à ce que doit être, ou ce que pourrait être en tout cas les interventions à domicile en protection de l'enfance. Quelques mots de présentation, mais en ce qui me concerne, ça a déjà été un peu fait. Juste parler en quelques mots d'Ascoria. Je vous invite à consulter le site internet d'Ascoria. Si vous avez la curiosité, vous avez besoin d'informations complémentaires, je voudrais simplement souligner quelque chose auquel je suis particulièrement attaché depuis 2006, c'est l'existence d'un centre de recherche intégré. Donc, on fait de la recherche aujourd'hui dans les centres de formation, en tout cas à Ascoria, on en fait. Et on en fait selon une philosophie qui est spécifique dans la mesure où les recherches développées sont quasi systématiquement développées dans une logique de recherche-action et de coproduction avec les milieux professionnels, de connaissances avec l'animation de groupes recherche. Donc pour ma part,
Donc je suis sociologue, mais j'ai exercé aussi en tant qu'éducateur spécialisé, et ma thèse portait ni plus ni moins sur l'identité sociale et professionnelle des éducateurs spécialisés. Autant dire que ça marque et ça connote très fortement mon parcours et mon attachement notamment à la protection de l'enfance. Je ne serais pas tout à fait complet si je ne présentais pas Jeux de vie, qui est Christophe Moreau, qui est un sociologue indépendant, qui a créé une SARL de recherche-développement en sciences humaines et sociales sur la question des pratiques éducatives et des politiques sociales. Donc ce travail-là, c'est toujours évidemment un travail d'équipe, un travail partagé avec d'autres, et c'est important de le souligner. Quelques éléments de sommaire. Alors juste, il y a ce qui a été écrit, me semble-t-il, sur votre programme, dont je me suis un petit peu écarté pour prendre quelques libertés par rapport au titre annoncé de ma communication. Ça ne va pas être un rendu compte de l'expérience menée auprès de l'Ille-et-Vilaine. C'est au regard de mon actualité personnelle qui est assez riche autour de la mesure unique, puisque j'aurai l'occasion de vous le dire et de vous le redire, je suis impliqué assez fortement sur cette question-là aujourd'hui. C'est plutôt de se centrer sur les enjeux pratiques et de métier, et assez peu sur la question de la gouvernance. Évidemment qu'il y a des questions de gouvernance qui se posent en protection de l'enfance, et évidemment que ça concerne tout particulièrement les interventions à domicile, mais ce n'est pas mon propos. Ce que je vous propose, c'est de l'aborder dans le sens de ce que j'ai indiqué par ailleurs, c'est de se centrer tout de suite sur l'enfant et ses parents. Deux aspects, la notion de parcours que vous connaissez, avec laquelle j'imagine vous êtes familiarisé, pour se redire un petit peu, qui donne du sens aussi à la question de la mesure unique, parce qu'elle est très révélatrice des dysfonctionnements actuels de la protection de l'enfance. Les profils, ça paraît toujours un peu trivial, c'est-à-dire on a toujours le sentiment en protection de l'enfance qu'on connaît les bénéficiaires de nos services. D'un point de vue scientifique, quand on regarde ça au niveau de la recherche, finalement on a très très peu d'informations concernant les profils, les bénéficiaires. Et donc c'est intéressant aussi de se centrer sur cet aspect-là. Alors, évidemment qu'à un moment ou un autre, on va parler de la mesure unique, étant bien entendu que je vous aurais donné des éléments de compréhension sur les fondements en rapport, encore une fois, avec l'enfant et sa famille, pour arriver sur des modalités de recherche-action et de vous dire comment on développe aujourd'hui, dans un certain nombre de départements, des actions qui visent à la conception et la mise en œuvre de la mesure unique. Tout de suite, si vous le voulez bien, on va parler des parcours eux-mêmes qui sont marqués, et ça, scientifiquement, on a pu l'établir. Il y a pas mal de gens qui l'ont établi dans d'autres domaines que l'intervention sociale. Je pense à Émilie Potin sur les placements en famille. Pour ma part, pour avoir travaillé sur ces questions-là avec des jeunes qui ont des comportements violents, on a pu s'apercevoir que, par exemple, pour ne parler que de ça, que parfois il y a 17 intervenants autour d'une même situation d'enfant qui a des comportements violents et que pour autant on n'y arrive pas. Donc il y a des espèces de paradoxes comme ça, dans une période où on se pose beaucoup la question des moyens. Parfois on a des moyens et ça ne fonctionne pas. Alors l'enjeu, c'est de vous présenter une situation un peu type, qui est un peu datée, puisqu'elle date de 2020, et c'est pour ça que je voulais revenir sur la question des profils, parce que ça se complexifie encore un peu au regard des éléments, des nouveaux éléments qu'on a pu recueillir. Alors, l'exemple de Madame X n'est pas tout à fait anodin, il est tiré très directement de nos travaux de recherche, évidemment qu'il est anonymé. Mais pour tout ça, pour vous dire que toute ressemblance avec des situations existantes ou ayant existé ne saurait être totalement fortuite ou le fruit d'une pure coïncidence. J'espère que vous allez vous y retrouver dans ce parcours. Alors, le parcours de Madame X, une présentation un peu rapide et un peu sommaire. Madame X vit seule avec 3 enfants âgés de respectivement 12 ans, 8 ans et 2 ans. Le père des enfants est décédé 1 an plus tôt. Madame vient d'être reconnue en invalidité suite à une maladie qui l'empêche de travailler. Madame X interpelle le CEDAS, le service de polyvalence de secteur, peu après son arrivée en Ille-et-Vilaine, c'est-à-dire 9 mois après son arrivée.
Et rapidement, la question des enfants est abordée avec l'assistante sociale de secteur. Madame exprime le besoin d'être soutenue, notamment face au comportement de son aîné qui présente des signes de mal-être et un comportement agité. Madame semble avoir du mal à tout gérer, les vaccins du bébé ne sont pas à jour. Tout en restant avec Madame, l'assistante sociale de secteur l'oriente vers la PMI. Et en parallèle, Madame exprime son souhait que son fils aîné rencontre un pédopsychiatre. Malheureusement, les services de droit commun sont saturés et aucun rendez-vous ne peut être pris. Après quelques mois de suivi, l'assistante sociale de secteur et le médecin de PMI, en accord avec Madame, conviennent qu'un soutien à domicile pourrait permettre à Madame un peu de relais. L'idéal pour l'équipe du CEDAS, alors les CEDAS, c'est le service de polyvalence de secteur, qui est en Ille-et-Vilaine en tout cas, une mesure éducative à domicile. Un service est sollicité, mais dans l'attente, l'intervention d'une TISF est proposée pour une période de 6 mois. Madame signe un premier contrat avec le département et le référent enfance-famille. Le référent enfance-famille, donc, c'est un cadre de l'aide sociale à l'enfance en Ille-et-Vilaine. Il n'y a pas forcément d'équivalent dans tous les départements, ça peut fonctionner différemment. Mais là, c'est toujours sous l'autorité d'un cadre de l'aide sociale à l'enfance. Trois mois plus tard, alors que la TISF intervient toujours au domicile, un contrat d'AED est signé pour une période de 6 mois. La mesure TISF prend fin 3 mois après le début de l'AED et n'est pas renouvelée. Pendant cet accompagnement, l'équipe d'AED note que Madame a beaucoup de difficultés à faire face aux questions quotidiennes. L'aîné nécessite vraisemblablement une prise en charge particulière et des inquiétudes sont portées à la connaissance du CEDAS concernant l'enfant de 2 ans. Madame exprime le besoin de rencontrer les éducateurs plus souvent. 4 mois après le début de la mesure, lors d'un rendez-vous de bilan intermédiaire, il est proposé à Madame de renforcer l'aide et de passer d'une AED à une AER, c'est-à-dire une aide éducative à domicile renforcée. Après concertation, une AER est sollicitée. Le temps d'instruction du CEDAS et faute de place disponible, un délai de 3 mois sera nécessaire avant la signature de l'AER, 3e contrat, pendant lequel il n'y aura pas d'intervention. L'AER est décidée pour une période de 1 an. Le même service est habilité pour intervenir, mais une nouvelle équipe dédiée à l'aide éducative à domicile renforcée intervient dans la famille. Au cours de cette intervention, outre les entretiens à domicile, tous les 10 jours en moyenne, des activités sont proposées aux aînés. Alors, des activités d'accueil et de loisirs, des sorties au soccer avec les éducateurs, un séjour en accueil paysan est mis en place pour permettre à chacun de souffler. Et pendant cette même période, Madame est en lien régulier avec l'école. En effet, les troubles de l'aîné sont importants et le directeur interpelle de plus en plus Madame qui ne sait pas comment réagir. Elle semble dépassée par le comportement de ce fils qu'elle ne comprend pas. L'école finit par signaler la situation au CEDAS. La mesure d'aide éducative renforcée est alors presque terminée. Face à cette situation très tendue à la maison, la solution de placer l'aîné en famille d'accueil est proposée par l'équipe d'AER et le CEDAS. L'objectif est d'apaiser le climat à la maison et de permettre à chacun de souffler. Dans un premier temps, Madame résiste. Elle finit par accepter, signer un accord en accueil provisoire, quatrième contrat avec le département, à condition que son fils puisse rencontrer un pédopsychiatre. 4 mois s'écoulent avant la fin de l'AER, le placement de l'enfant pendant lesquels la famille ne bénéficie d'aucune intervention. Le placement de l'accueil en famille d'accueil est signé pour 10 mois. Pendant cette période,
l'aîné ne rencontrera son éducatrice de l'aide sociale à l'enfance qu'une seule fois. Aucune autre intervention n'est proposée au domicile pour les enfants. Madame est régulièrement interpellée pendant cette période par la famille d'accueil qui rencontre les mêmes difficultés qu'elle-même avec son fils. À la fin du placement, Madame refuse le renouvellement. Aucun suivi psychologique n'a été mis en place et cet accompagnement ne répond pas à ses attentes. L'aîné est toujours aussi agité. Le CEDAS décide alors de saisir le tribunal pour statuer sur la situation. Le juge reçoit les représentants du CEDAS, la mère ainsi que les enfants. Elle décide de mettre en place une mesure judiciaire d'investigation éducative, le MIJ, pour mieux comprendre la situation. Au total, s'écoule entre la fin de l'accueil provisoire et l'intervention de l'équipe du MIJ 6 mois. Pendant cette période, aucune intervention n'est proposée au domicile. Le service du MIJ interviendra pendant 6 mois et la famille rencontrera 3 intervenants. Un psychologue, un éducateur, un assistant social. À l'issue de cette investigation, une mesure d'aide éducative en milieu ouvert renforcée est préconisée. Le juge décidera de sa mise en place pour une période de 2 ans. Un nouveau service est mandaté par le juge. Il s'agit du même service qui était intervenu au départ de l'AED, puis de l'AER. Une nouvelle équipe de 2 éducateurs intervient 3 mois plus tard. Alors, quels enseignements tirer? C'est pas, vous le voyez bien, j'imagine que ça vous parle aussi parce que vous êtes confrontés à ces questions-là. Vous voyez bien que sur les logiques de parcours, il y a quelques questions qui sont soulevées, qui ne sont pas n'importe lesquelles, puisque ce qu'on peut constater, et cet exemple-là en est un parmi d'autres, et il y a bien pire que ça, j'ai envie de dire. Tout d'abord, souligner qu'il y a eu 4 contrats successifs avec le département, puis une ordonnance de jugement, qu'il y a régulièrement dans les parcours un cumul de délais d'attente entre les mesures, qu'il y a une vacuité d'intervention, c'est-à-dire pendant certaines périodes, alors que l'enfant, a priori, est toujours en danger ou en risque de l'être, il n'y a pas d'intervention, il y a une vacuité d'intervention. Une diversité de professionnels à chaque changement de mesure, en raison de la spécialisation des équipes sur un type de mesure spécifique, ce qui n'est pas propre au département d'Ille-et-Vilaine, pour autant que je sache. Bref, en quelques mots, sur la question des parcours, accrédite de manière intéressante l'idée d'une mesure unique qui se nourrit de ces constats de discontinuité, de rupture et d'incohérence pour tenter d'y apporter des solutions. Voilà pour l'essentiel, quand on regarde ça au plus près de la vie des enfants et des familles, ce qui amène aussi, mais ce n'est pas la seule question, vous verrez qu'il y en aura d'autres, qui nous amène à penser qu'à un moment donné, la mesure unique peut travailler sur ces questions-là. C'est ce qui a été fait dans beaucoup d'endroits. Alors, ce qui est intéressant, juste quelques mots sur les profils, ça va être très, très bref. Je vais essayer d'être synthétique. En plus, le maître du temps me regarde déjà d'un œil torve. Juste quelques mots. On est en train de travailler avec l'Ille-et-Vilaine. On a fait un premier projet de recherche-action sur la mise en place, la conception et la mise en œuvre de la mesure unique. Mais là, on est sur un deuxième projet de recherche sur la connaissance des profils des bénéficiaires. Alors, c'est une question majeure dont nous verrons ultérieurement qu'elle n'est pas sans lien avec les recommandations du rapport de la conférence de consensus en 2019, pour ceux qui ont cette information-là, qui a eu lieu en 2019. Quelques aspects intéressants sur ces parcours. Donc, je vous ai parlé un peu de cette recherche. Donc, il y a eu une première recherche, une seconde qui est en phase de finalisation. La question qui est posée par rapport à ça, c'est une question plutôt sociologique pour le coup. C'est quelles sont les origines sociales des enfants et de leurs familles? Pour quelle configuration familiale? En quoi les mesures éducatives viennent-elles s'articuler avec des besoins connexes? On a une question qui est un peu lancinante, c'est est-ce qu'en protection de l'enfance, on n'en fait pas un peu trop? Est-ce qu'on n'est pas amené à faire des choses qui pourraient être traitées par le réseau et le partenariat? Les objectifs de la recherche sont assez simples, ma foi, c'est acquérir une meilleure connaissance des profils d'enfants et de leurs parents, de leur parcours de vie,
d'établir des corrélations entre caractéristiques des familles et la mesure éducative personnalisée, valoriser et disséminer les connaissances, ce que nous faisons quasiment systématiquement. Donc, je ne vais pas développer parce que je pense qu'au niveau du temps, je vais légèrement déborder. Donc, je pense que le diaporama sera à votre disposition. Quand on parle de classe populaire, qu'on soit bien d'accord, hein, on en parle d'un point de vue sociologique et scientifique. Hein, il ne s'agit pas de porter des jugements de valeur, ce n'est pas ça la question. Mais pour faire très très bref et de manière extrêmement caricaturale, vous savez que dans notre société, il y a des riches et des pauvres quand même. Et que la pauvreté, la précarité a gagné beaucoup de terrain. Et qu'assez curieusement, c'est chez les pauvres qu'on retrouve majoritairement à la faveur des résultats de cette enquête, qu'on retrouve des gens qui sont issus de classes modestes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème dans les familles des classes moyennes ou des classes aisées, mais les problèmes sont traités différemment. Donc ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a 80% d'employés, d'ouvriers ou sans emploi, un niveau de diplôme sur lequel on ne prête pas suffisamment attention, mais qui est, dans le meilleur des cas, le CAP ou le BEP. Il y a 53% des pères qui travaillent à temps complet, alors que 33% de ceux-ci sont sans emploi ou au foyer. 40% des mères travaillent à temps complet, alors que 40% de celles-ci sont sans emploi ou au foyer. Donc on voit bien tout ça pour accréditer quand même déjà l'idée d'une certaine faiblesse des revenus. Et ce qui a fait l'effet d'une bombe, en tout cas en ce qui me concerne à la lecture de nos premiers résultats, qui sont des résultats quantitatifs, on est dans une phase d'entretien avec les usagers actuellement, c'est que 23% des parents vivent en couple et que 77% des parents sont séparés. Et ça, c'est une problématique qui est extrêmement lourde un peu partout en Bretagne. 45% des familles monoparentales sont des mères seules, 10% des familles parentales sont avec des pères seuls, 15% de familles recomposées côté mère et 5% de familles recomposées côté père. Pour prendre un petit peu la mesure, la dimension de ce problème-là, en France, on est actuellement à 65% des parents qui vivent en couple, à mettre en lien donc avec les 23% de parents qui vivent en couple en protection de l'enfance. Donc une question sociale qui est un peu récurrente, des revenus qui sont souvent précaires et qui sont d'autant plus précarisés qu'en intervention à domicile, en tout cas en Ille-et-Vilaine par rapport à la recherche qu'on mène, que ces couples-là sont séparés et que donc les séparations, ça a un coût socio-économique très important, sans même parler du reste. Autre élément qui est important et qui est un peu mis au travail aussi aujourd'hui, c'est que dans 33% des situations de séparation, il y a des épisodes de tension et de violence entre les parents, et on parle aussi d'instrumentalisation des enfants dans le conflit. Et paradoxalement, il n'y a pas d'intervention de conseiller conjugal ou d'un médiateur familial, en sachant que juridiquement parlant, à partir du moment où il y a de la violence conjugale, on ne peut pas confronter les personnes, ce qui se comprend tout à fait bien, mais il y a des questions là qui sont connexes et sur lesquelles, en tout cas en Ille-et-Vilaine, les professionnels passent beaucoup de temps. Alors il y a quand même quelques coquilles, donc j'ai lourdement insisté sur la violence des ménages parentales. Vous me pardonnerez cette petite digression, c'était sans doute que ça me parlait tout particulièrement. Des situations de précarité socio-économique temporaire ou durable et récurrentes, c'est-à-dire dans 30% des situations, c'est-à-dire un tiers de situations de surendettement ou d'aide financière multiple, 28% de situations précaires sans dossier, 33% vivent dans des HLM, 10% rencontrent des problèmes de suroccupation de leur logement, 22% rencontrent des difficultés diverses liées au logement, endettement, instabilité résidentielle, problèmes de mobilité en milieu rural, 54% d'isolement social marqué des familles, donc une incapacité à mobiliser les ressources autour des familles. Des enfants et des parents confrontés à des difficultés multiples. 56% des enfants ont des problématiques de santé physique ou psychique, ainsi que 35% des adultes. 67% des enfants ont des difficultés et des retards scolaires. Autre chose qui apparaît là un petit peu plus et de manière beaucoup moins statistique, c'est les transmissions générationnelles. Une antériorité récurrente et non spécifiée dans les dossiers de parcours empreints de difficultés éducatives rencontrées par les parents dans leur propre enfance, violences conjugales, abus sexuels,
problèmes de santé mentale et de ressources dans l'environnement. Donc un questionnement quand même relativement lourd sur la question des origines sociales des bénéficiaires des interventions à domicile, sachant quand même que, pour être tout à fait honnête intellectuellement, il s'agit d'une enquête qui concerne l'Ille-et-Vilaine avec un échantillonnage qui a été construit et réfléchi avec l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance en veillant à mixer milieu urbain, périurbain et rural. Et donc, sur la question des inégalités sociales, voilà une question dont on ne parle peut-être pas suffisamment. Hein, c'est de se dire et de se redire que les inégalités sociales ont un caractère multidimensionnaire. Elles reposent sur des variables, certes, de santé, mais aussi de classe, d'âge, de genre, de logement, linguistique, de culture, d'éducation. Ces inégalités interagissent entre elles et se manifestent donc pas séparément les unes des autres. Quelques exemples des conséquences de la précarité sur le développement de l'enfant. Hein, tous les enfants ne sont pas égaux. Il n'y a pas l'égalité des chances qui est fixée par les textes législatifs et les textes réglementaires ne trouvent pas de réponse concrètement. Quelques exemples, il y a 3 millions d'enfants pauvres. Hein, on estime qu'à 4 ans, l'écart de pratique familiale du langage est d'environ 1000 heures selon les origines sociales et qu'à l'entrée au CP à 6 ans, il existe une différence de 1000 mots maîtrisés à l'avantage des enfants des milieux favorisés, ce qui pose des questions très, très lourdes. Si 5% des enfants favorisés sont accueillis en crèche, 22% des défavorisés sont accueillis en crèche, 22% des enfants favorisés le sont. Près de 15% des enfants défavorisés ne prennent pas de petit déjeuner le matin. En maternelle, les enfants défavorisés ont 6 fois plus de caries que les autres. Alors sur la question de la santé, les derniers textes réglementaires ont beaucoup insisté sur ces aspects-là. Tout ça pour vous dire, je ne vais pas développer là non plus, j'aurais beaucoup à dire par rapport à ça en tant que sociologue parce que j'y suis particulièrement attentif, c'est que les positions sociales et les possibles sociaux des enfants des classes défavorisées se forgent dans une réalité qui est diminuée par inaccessibilité à certaines ressources. En ce sens-là, je vous invite à consulter un ouvrage qui est tout à fait intéressant, qui a été dirigé par Bernard Lahire, qui s'appelle « Enfance de classe, de l'inégalité parmi les enfants ». Au niveau du temps, j'y suis encore ? On va dire 20 minutes. Oh, c'est merveilleux. Sur la mesure unique, le mot est assez fort et délibérément choisi en ce sens-là. La mesure unique ne prend sens que si elle est subordonnée à l'application des lois, dans le sens de ce que j'ai indiqué, hein, de son intérêt et de ses limites, en sachant que, encore une fois, ça n'est pas prescriptif, ça donne du sens, ça donne des orientations à l'action, mais ça ne dit pas comment il faut le faire. Donc, ce qui est tout à fait certain de mon point de vue, c'est qu'il y a un cadre législatif et réglementaire qui fait système et dessine les contours d'un modèle d'intervention à domicile en protection de l'enfance. Donc peut-être qu'on ne l'a pas toujours suffisamment dit de cette manière-là. Je voulais revenir sur la conférence de consensus sur les interventions à domicile en 2019. Hein, les conférences de consensus, donc, ce sont des experts pluridisciplinaires et pluriprofessionnels, s'appuyant sur 2 principes structurants, une mobilisation des connaissances scientifiques, la confrontation de la diversité des points de vue des acteurs, afin de ressortir des consensus, mais aussi des dissensus pour nourrir un diagnostic et des recommandations. Vous noterez comme moi que sur ce travail, dans le rapport, apparaît la question de l'intervention à domicile comme étant une vaste palette d'interventions. Alors, je ne vais pas toutes les nommer, mais vous voyez bien que par rapport à ça, il y a quand même différentes choses qui sont à l'œuvre dans les interventions à domicile. Ce que je voudrais plus particulièrement souligner, c'est la démarche de consensus qui a identifié des obstacles à lever, qui font un petit peu écho d'une autre manière, qui viennent dire quelque chose du sens que pourrait avoir la mesure unique. La question des réponses peu différenciées en fonction des enfants et de leurs familles et de leurs besoins, ce qui va heurter forcément un peu vos sensibilités, parce que je sais que dans nos milieux professionnels, on a tendance à considérer qu'on fait du cas par cas, ce n'est pas forcément nécessairement le cas à l'épreuve des faits. Des pratiques inégalement diversifiées selon les territoires, des publics, et là on revient sur les questions que j'ai essayé d'aborder avec vous sur les parcours et les profils,
donc qui est bien spécifié, des publics concernés par les interventions de protection de l'enfance à domicile qui présentent un cumul de vulnérabilités connues mais insuffisamment prises en compte. Une sous-estimation du poids de l'appartenance sociale et des facteurs socio-économiques de la parentalité. Face à des publics cumulant les vulnérabilités, des interventions insuffisamment graduées et articulées entre elles sur fond d'une forte diversité de l'offre territoriale. Enfin, une diversification des réponses en progression, mais encore trop limitée et inégale selon les départements. Ainsi, les recommandations nous indiquent, à la suite un peu de la loi du 14 mars 2016, une direction, un sens vers lequel les interventions à domicile pourraient gagner en efficacité pour les enfants et les familles. C'est d'avoir des interventions qui soient à la fois plus graduées, modulées, diversifiées et articulées, permettant une continuité et cohérence de parcours. L'idée derrière tout ça, qui a été bien notifiée par la loi 2016, c'est d'assurer une certaine stabilité de parcours pour éviter les éléments que j'ai pu pointer quand on a regardé ensemble le parcours de Madame X. Alors, les textes de loi, encore faut-il les connaître et s'en rappeler. Juste à titre indicatif, en novembre 2020, le rapport de la Cour des comptes, qui était déjà un petit peu en avance sur les débats qui ont lieu aujourd'hui, stipulait que la politique de protection de l'enfance dispose d'un cadre législatif et réglementaire rénové et ambitieux, mais que sa mise en œuvre demeure très partielle, voire inexistante dans certains cas. Cette situation s'accompagne de défaillances du pilotage qui souffrent d'une trop grande complexité, d'une insuffisance de coordination des acteurs au niveau national, au niveau local également. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir très rapidement? Je ne vais pas vous faire une approche juridique, simplement en lien avec la question de la mesure unique, d'essayer de visualiser un petit peu les aspects sur lesquels peut s'accrocher la mesure unique pour aller dans le sens des préconisations qui étaient faites par la conférence de consensus de 2019. Petit 1, il faut savoir que toute la législation et les textes réglementaires français sont portés aussi sur le plan européen, notamment par l'article 8, qui rappelle le droit au respect de la vie privée en englobant le droit de ne pas subir d'atteinte corporelle. C'est-à-dire, il note à la fois le fait d'être le moins intrusif possible dans les familles, mais avec une réserve qui est évidemment la protection des enfants, ce qui est repris dans le cadre de l'article 375 du Code de l'action sociale et familiale. Et ce qui est intéressant, c'est que le législateur européen introduit un principe de proportionnalité. Le principe de proportionnalité vient questionner le clivage qui existe, qui tente à disparaître aujourd'hui, et c'est un des enjeux, entre d'une part le milieu ouvert et d'autre part le placement. La loi 2002, je pense qu'elle est acquise pour tout le monde. Il faut se souvenir quand même que les bonnes intentions résistent à l'épreuve des pratiques et que l'idée du législateur, à ce moment-là, c'était non seulement qu'il rappelle et précise et organise des droits, mais avant tout, il cherche à s'assurer que leur application, leur accès va être effectif. Sur la loi 2007 apporte des choses qui sont très intéressantes pour abonder dans le sens un petit peu des préconisations qui ont été faites. C'est d'abord une prise en charge diversifiée. Alors là, je vais me prendre un tout petit peu de temps pour les nommer. C'est l'accueil familial spécialisé, l'accueil de jour, la législation de l'accueil séquentiel, accueil à temps complet ou partiel, modulable selon les besoins, tout ou partie de la journée, l'accueil modulable, l'accueil périodique, l'accueil exceptionnel, l'accueil d'urgence, l'accueil des mineurs en situation de rupture familiale. Donc là, une diversité, une palette, vous voyez bien, qui permet d'aller dans le sens peut-être d'une certaine forme de diversification. Autre chose, et qui n'est pas la chose la mieux pratiquée, puisque dans la loi 2007, du 5 mars 2007, était préconisée la mise en place du projet pour l'enfant, qui est aujourd'hui mis en place à peu près dans 25% des départements. C'est pour vous dire le retard qu'on prend sur la législation aussi par rapport à ça. Donc le PPE, c'est un outil essentiel pour la mesure unique, dans la mesure où c'est l'outil qui est garant de la continuité, de la cohérence et de la stabilité dans les parcours d'enfants en protection de l'enfance. La loi de 2016 nous rappelle ce qu'on s'est déjà beaucoup dit, dont je vais faire très bref, la continuité, cohérence et stabilité des parcours. Il y a aussi, à la faveur de ces différents textes de loi,
des choses d'une ouverture sur la notion de territoire et de mobilisation des ressources du territoire. La notion de parcours est effectivement aussi extrêmement présente. Et, petite contradiction, mais par rapport à l'idée de mesure unique, en tout cas dans la loi de 2022, il y a une consécration légale des mesures d'AEMO intensives et renforcées. C'est rapidement dit, je m'en excuse auprès de vous, mais c'est juste pour donner voilà, des outils à disposition de la mesure unique pour aller dans le sens des indications qu'on a déjà données. C'est la participation, on sait aujourd'hui que c'est une préconisation dont tout le monde s'imagine qu'elle est pratiquée pour le mieux, mais ça reste perfectible, parce qu'entre participation et non-participation, il y a des étapes parfois qui peuvent être différentes. Et puis, par rapport aux caractéristiques des publics, ce n'est pas toujours facile de mobiliser leur capacité de réflexivité, leur capacité de conscience de soi, de ses comportements et de responsabilité, parce que dans notre société, cette vision idyllique de l'être humain n'est pas forcément le mieux partagée, parce qu'il y a des inégalités sociales et que l'égalité des chances est très généreuse, mais elle n'est pas effective. Le territoire et la mobilisation des ressources, un parcours de l'enfant continu, cohérent et stable, le PPE comme garant de la continuité et de la cohérence de parcours, la diversification des modalités d'intervention, la modulation, la réactivité, la fréquence, l'intensivité, une diversité de lieux d'intervention, une diversité de postures, de contenus et de supports. Donc vous voyez, il y a un certain nombre de perspectives comme ça qui résultent très directement, pour le coup, des textes réglementaires et qui peuvent aider à penser, à réfléchir la mesure unique. Alors, quelques mots au regard des différents projets sur lesquels, pour ma part, j'ai la chance d'être sollicité avec mon équipe. Ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que la mesure unique, qui est ni plus ni moins que et là ça pose des questions assez lourdes, on va y revenir, qui est la refonte des AED, AEMO, AEMO renforcés dans la majorité des cas, mais on pourrait imaginer d'aller au-delà, oblige les professionnels à se déspécialiser d'un type de mesure et d'exercer différents types de mesures. Donc ça, c'est une question qui est très très lourde sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir. Mais la question qui est posée à travers ça, c'est la question de la modulation. Alors la modulation, c'est implicitement faire référence à une métaphore musicale, c'est donner des tonalités, des sons différents, des rythmes différents. C'est dans la mise en œuvre de la mesure unique, c'est le point nodal, le point qui met les professionnels en difficulté, évidemment avec la question des ratios, le nombre de mesures qui est exercé par éducateur. Donc les temporalités de l'action sont aujourd'hui plus ou moins prescrites selon qu'on soit dans un cadre administratif ou judiciaire. Les prescripteurs, l'aide sociale à l'enfance et le juge des enfants sont en attente de leur respect et d'une possible modulation de l'intensivité. Donc ça, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau, des interventions à domicile en fonction des évolutions du danger ou risque de l'aide pour l'enfant, de la participation ou non des familles, et des crises qui ne manquent pas de survenir dans l'accompagnement éducatif. Donc, point nodal, je l'ai dit, il génère beaucoup de tensions et beaucoup d'inquiétudes chez les prescripteurs, mais pas que, évidemment, chez tous les professionnels. Et tout ça pour dire que sur ce point nodal-là, il est abordé d'une manière aujourd'hui qui le rend souvent caduque, c'est que la modulation, si on veut vraiment créer les conditions de son effectivité, doit être conçue non seulement comme un ajustement des temporalités d'intervention des professionnels et du service en charge de la mesure, mais plus largement s'inscrire dans la prise en compte et la mise en œuvre des nouvelles modalités ouvertes par les évolutions du cadre législatif et des textes réglementaires. Donc, j'ai essayé de répertorier un certain nombre de points d'appui pour sortir la question de la modulation, simplement de la fréquence d'intervention des éducateurs spécialisés et d'essayer de repérer un petit peu des points d'appui qui sont quasiment un plan d'action anticipé, c'est-à-dire au début de la mesure, on peut déjà anticiper cette question-là et personnaliser de la modulation. Donc ça, c'est un travail qui est en devenir, qui mérite d'être expérimenté, mais il y a des leviers possibles et ils nous sont donnés, encore une fois, par la législation.
Hein, c'est la question des temporalités, la réactivité, la fréquence, l'intensivité. C'est la question des espaces et de la diversité des lieux d'intervention. C'est la pluralité des objets d'intervention à aborder. C'est la diversité des supports. Ce sont les postures mobilisées entre le faire devenir acteur et le faire devenir conscient. Donc faire devenir acteur et faire devenir conscient, c'était quelque chose qui était posé par la conférence de consensus de 2019 en disant qu'il y avait deux grandes orientations. Il y avait ceux qui étaient plutôt dans l'action avec les familles et d'autres qui étaient plutôt sur l'aider à la prise de conscience, avec toutes les difficultés que par ailleurs j'ai pu pointer. C'est la gestion anticipée des crises. Quand une situation arrive, on sait qu'il va y avoir des crises. Hein, on sait qu'à un moment ou un autre, cette question-là va se poser, que peut-être qu'il y a aujourd'hui sur l'hébergement des possibilités qui n'existaient pas auparavant, notamment sur les questions de répit, de repli et de séquentiel. C'est clarifier les articulations entre mesures ASO d'intervention à domicile et de mesures d'accompagnement social global de la polyvalence, parce qu'en protection de l'enfance, on est quand même amené à traiter. Aujourd'hui, entre 20 et 30% de jeunes ont un handicap, de faire des dossiers MDPH, de faire tout un tas de choses qui sont connexes à la mission première de la protection de l'enfance. C'est imaginer aussi des nouvelles perspectives de soutien à la parentalité. En France, on est très en retard sur cette question du soutien à la parentalité. Ça ne fonctionne pas. On est très on a besoin de développer des nouveaux modèles. Je pense notamment aux conférences familiales, à la médiation familiale, au parrainage, qui sont des modalités qui sont prescrites par les textes. La mobilisation des territoires de l'environnement, que ce soit en milieu rural, périurbain, donc faire des cartographies par rapport à ça, le partenariat, les réseaux avec l'école, la santé et les professionnels impliqués, est quelque chose qui est fondamental, sans lequel la mesure unique ne peut pas être modulée, qui est la question de penser la flexibilité de l'organisation du travail pour gagner en réactivité, en agilité de fonctionnement, et de veiller à ce que les conditions organisationnelles le permettent. Si on pense la question de la modulation dans le cadre des organisations telles qu'elles sont structurées actuellement, on ne peut pas arriver à cette modulation-là. Et donc il y a une question qui est centrale. Si on veut faire de la mesure unique, il faut faire le lien très rapidement avec la question de la modulation. Donc, la proposition de définition et des principes. Donc, dans le cadre de la mesure unique, l'intervention éducative doit être impérativement personnalisée et répondre aux droits et besoins fondamentaux de l'enfant qui définissent son intérêt supérieur. En fonction du danger ou du risque de l'être pour l'enfant, des risques propres de chaque situation sociale, profil et parcours de l'enfant et de sa famille, de la mobilisation de la famille et des différents intervenants, de l'évolution du contexte ou de l'urgence à intervenir, le service en charge de la mesure doit pouvoir adapter et ajuster chaque fois que nécessaire son intervention auprès de l'enfant et de sa famille en la modulant. Enfin, la modulation, elle doit être conforme aux objectifs fixés par le décideur, être guidée par les principes d'intérêt supérieur de l'enfant, conformément au cadre législatif et réglementaire. Il me reste combien de temps ? 3 minutes. Waouh, ça va être chaud. On va... Ouais. Ça pose beaucoup d'enjeux, hein. C'est-à-dire quand on va sur la mesure unique, on va sur une transformation d'un modèle d'intervention qui va rompre un peu avec le travail en silo entre le milieu ouvert et le placement, puisque la question de l'hébergement arrive dans les interventions à domicile et que l'invitation très clairement qui est faite, c'est que de s'en saisir au niveau de la mesure unique. Pour les services, je l'ai déjà dit, c'est de revoir la question de l'agilité et de la flexibilité dans les organisations de travail. Pour les professionnels, c'est répondre à une diversification des profils par une diversification des formes d'accompagnement de l'enfant et de sa famille. Et donc, ça peut aller du présentiel jusqu'à une certaine forme de coordination des interventions dans le projet personnalisé. Reste, et le défenseur des droits en janvier 2025, donc très récemment, disait qu'il peut être craint qu'en l'état actuel de la protection de l'enfant, la fréquence et l'intensité de l'accompagnement soient davantage dictées par la disponibilité des équipes que par l'intérêt supérieur et les besoins de l'enfant. Je vais passer rapidement sur la question de l'hébergement, vu le temps qui m'est imparti. Alors, une recherche-action, le principe est simple, et pour paraphraser Saint-Augustin qui disait « c'est en marchant qu'on trouve la solution », l'idée de travailler avec des chercheurs, c'est de dire qu'on trouve la solution ensemble
et qu'on va essayer, par rapport à ça, de développer des coopérations entre les services et les équipes métiers en mobilisant les connaissances existantes, de s'ancrer dans des réalités du territoire de la protection de l'enfance afin de produire ensemble de nouvelles connaissances et pratiques, de concevoir la mesure unique en s'appuyant sur un cadre de référence et de pratique commun, expérimenter un prototype qui facilite le droit à l'essai et qui apporte de la flexibilité dans la mise en œuvre de la mesure unique. En gros, il s'agit de viser la collaboration et l'intelligence collective en sachant qu'il s'agit de croiser les savoir-faire des chercheurs avec les savoirs et les savoir-faire des professionnels que vous êtes, en sachant que la connaissance du terrain, c'est vous qui l'avez, et qu'en ce qui concerne les chercheurs, il ne s'agit absolument pas de prendre une posture magistrale pour dire ce que vous avez à faire, mais il s'agit bien de croiser nos savoirs respectifs pour pouvoir arriver à la conception et la mise en œuvre d'une mesure unique. Les modalités d'organisation pour y parvenir sont assez simples. Généralement, un comité de pilotage composé d'équipes de direction, de la direction enfance-famille du département, de représentants des juges, des enfants, mais j'ai oublié de le dire, de la PJJ aussi, un comité d'élaboration composé des chefs de service le plus souvent, qui est en charge de prendre des décisions concernant la conception de la mesure et de veiller à réunir les conditions d'une mise en œuvre harmonisée, des ateliers qui sont composés de chefs de service et de professionnels qui apportent leur savoir d'action et leur expertise expérientielle, des journées de mise en commun avec l'ensemble des acteurs, des journées de colloques comme celle-ci, où généralement il y a une intervention le matin pour faire le point de là où on en est et des enseignements qu'on en tire, et des mises en place l'après-midi d'ateliers. Généralement, il y a 5 phases principales, le lancement de la recherche-action, le diagnostic partagé, la conception du référentiel de mesure unique, l'expérimentation du prototype. En France, on ne sait pas faire ça, d'être dans des logiques expérimentales, l'évaluation et la validation du référentiel final. Il me reste juste ça à pied. J'en reste là, c'est promis. Tout ça pour dire que s'il y a une chose qui est tout à fait certaine, et elle ressemble beaucoup à la protection de l'enfance et l'état dans lequel elle se trouve, c'est qu'il n'y a pas de mesure unique, il y a des mesures uniques qui ont été développées à ce jour très diversement. Pour les projets sur lesquels j'ai eu la chance et l'avantage avec mon équipe d'être engagé, il y a eu le référentiel qui a été publié par le Morbihan en 2018, avec une approche qui était exclusivement descendante, c'est-à-dire c'est la direction enfance-famille qui a produit un référentiel sans consultation des associations habilitées et des professionnels, ce qui m'a valu une intervention d'accompagnement de la mise en œuvre dans une association habilitée qui s'appelle la Sauvegarde 56, une journée dont je me souviens, puisque cette journée-là, comme aujourd'hui, j'avais prévu un diaporama d'une trentaine de diapos et que je suis resté sur la première une journée entière pour expliquer le sens de la demande qui était faite par le département. Référentiel qui a été revu et retravaillé très récemment parce qu'il y avait des lacunes par rapport à ça. Et actuellement, on est en train de démarrer un projet sur la modulation de l'intervention avec une association qui s'appelle CAP 56, qui regroupe 4 associations du département avec un financement du département. L'expérience sur l'Ille-et-Vilaine, dans laquelle qu'on a accompagné scientifiquement, c'était d'abord une recherche au plein sens du terme, une recherche plutôt fondamentale, avec un recueil d'informations et de données croisées entre les professionnels, à la faveur de focus group, dans différentes associations habilitées, des familles, des enfants, une exploitation très scientifique de ces données-là pour s'accorder un petit peu sur l'état des lieux. Le diagnostic, c'est la phase très importante, qui est à la fois une mobilisation collective et qui a pour vocation de s'entendre sur l'état des lieux, se mettre d'accord sur ce qui est et ce qui pourrait être. Il y a eu une phase d'élaboration de la mesure unique qui a été là plutôt portée par les cadres des différentes associations habilitées et l'ensemble des services du département. Donc ça réunissait 20-25 personnes. Donc c'est assez exemplaire dans l'élaboration, dans la mesure où tout le monde, tous les partenaires concernés étaient dans le tour de table pour élaborer cette mesure unique. Et c'est une expérience qui a été très intéressante pour tous. Et donc l'aboutissement de ça est de nouveau
la fusion des différentes mesures et l'élaboration d'une procédure commune, simplifiée, en essayant de redonner du temps aux professionnels pour être plus proches des enfants et des familles, parce qu'il y a de la complexité. On s'était aperçu, par exemple, à la faveur de ce travail de recherche, qu'il fallait parfois 3 mois pour que les chefs de service arrivent à trouver un rendez-vous pour s'accorder et échanger les informations nécessaires au démarrage d'une mesure. Donc, collectivement, on s'est dit que ce n'était pas possible de continuer dans ces conditions-là et que, évidemment, il fallait trouver une procédure qui permette d'être beaucoup plus réactif, ce qui a été fait, ce qui a été possible, par exemple. Et donc, je vous l'ai dit déjà, mais on termine actuellement un projet de recherche sur une meilleure connaissance des parcours et profils des bénéficiaires de la mesure unique. Enfin, il y a une recherche-action qui est aussi en phase de démarrage, et donc je cherche du regard Cathy Girard par rapport à ça, avec l'association LATSA 77 en Seine-et-Marne, et qui va, je l'espère, aussi permettre de traiter toutes les questions soulevées. Voilà, je vous remercie très chaleureusement de votre attention. Merci beaucoup, en tout cas, de votre écoute. Voilà, j'espère que ça peut apporter une petite note d'optimisme en se disant qu'il ne faut surtout pas cultiver le sentiment d'impuissance, mais que collectivement, on a aussi des marges de manœuvre dans un cadre qui est extrêmement contraint et qui pose énormément de questions et qui doit être traité à hauteur des enjeux qu'il comporte. Mais il y a aussi des espaces. Je ne veux pas parler d'innovation parce que le terme est totalement galvaudé aujourd'hui et fait tellement référence aux valeurs du secteur privé. Je veux simplement dire que par rapport à ça, il s'agit d'un progrès dans le sens où c'est un retour vers le passé et les fondamentaux de l'accompagnement éducatif qui doivent se nourrir d'un certain nombre de principes au bénéfice de l'enfant et des familles. Voilà, je vous remercie encore. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Alors tout cela, comme vous l'avez dit, pose beaucoup de questions, mais nous n'allons avoir le temps que pour une question. S'il y en a une, on peut éclairer la salle. Sachant que la première est toujours la première. Une question. Voilà. Monsieur a levé la main avec autorité. Alors une question brève. Oui, merci. Bonjour. Et une réponse longue. Non. La question, elle va être brève. Je suis éducateur en Charente-Maritime, du coup, de la CEA 17. Voilà, 5 ans de service à EMO et je suis en parallèle en préparation d'un diplôme d'ingénierie sociale. Donc ça m'intéresse particulièrement toute votre méthodologie de recherche-action. Ce que je me demandais très rapidement, est-ce que les familles ou les enfants, est-ce qu'ils ont été associés dans le cadre des recherches? Parce que vous parlez beaucoup des professionnels, des gouvernances, etc. Et donc je me demandais de quelle manière l'expérience des familles, comment vivent-elles ou pas cette mesure unique? Merci. Alors, le premier travail d'un chercheur, c'est de trouver de l'argent. C'est de chercher des financements. Et donc, on a ce souci permanent et partagé d'aller consulter en tout premier lieu les bénéficiaires, ça va sans dire. Ce n'est pas toujours possible. C'est ça que j'ai souligné dans ma présentation finale en disant que selon les départements, les choses se passent quand même extrêmement différemment. Dans le cadre de l'Ille-et-Vilaine, il y a eu une recherche pleine et entière d'1 an pour établir le diagnostic. Entendez recherche, puisque vous allez sur un DIUS, sur vraiment recherche fondamentale, c'est-à-dire sous forme d'entretien pour collecter des informations directement issues du vécu, du ressenti des familles. Alors, il y a plein d'exemples autour de ça. J'ai en mémoire, pas plus tard que mercredi dernier, j'étais encore en train de travailler sur un entretien avec un papa qui était tout seul et qui était sous l'emprise d'addiction et de drogue. Donc, moi, je ne fais que ça, j'ai envie de dire, je suis sans arrêt en prise avec cette question-là. Elle n'est pas toujours transposable, par exemple, sur le projet qu'on va mener avec l'ATSA 77. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ça nous permet, mon équipe et moi-même, de capitaliser sur ce qui est dit par les familles et ce qui est dit par les enfants. Donc oui, c'est au cœur. En Ille-et-Vilaine, il y a eu ce premier travail de recherche, au plein sens du terme, et le second qui est en train d'être finalisé, qui est un projet de recherche fondamental, ce n'est pas de la recherche-action, qui est uniquement centré sur
sur les enfants et les familles. Alors après, idéalement, ça serait intéressant de le systématiser. Ce n'est pas toujours possible parce que malgré tout, la recherche, c'est du temps. Et c'est un temps qui est un temps long, qui n'est pas toujours facile à articuler avec les temps beaucoup plus courts de l'action. Merci beaucoup pour cette réponse synthétique. On vous remercie à nouveau, Monsieur le Caplin. Merci beaucoup. Une dernière chose, si vous avez des questions, vous pouvez consulter le site d'Ascoria et je pourrais y répondre accessoirement parce que j'ai un peu empiété sur ce temps d'échange. Merci.